J'ai deux souvenirs très inhabituels sur l'une de mes nombreuses étagères. L'un est un flacon en verre vide, dont le contenu a séché il y a longtemps. L'autre est une pépite métallique inhabituelle. Lorsque j'ai des visiteurs et qu'ils se mettent inévitablement à parcourir mes étagères, on me demande le plus souvent ce qu'est cette pièce de métal. Pour répondre, je commence par parler du flacon en verre. Je le fais parce qu'ils proviennent tous les deux de la même expérience, et je ne peux pas raconter l'un sans raconter l'autre. Au cours de ma dernière année d'université, j'ai vécu une rencontre que je n'oublierai jamais. Mon campus universitaire possédait une série de tunnels d'entretien souterrains. Une fois par an, c'était mon travail d'entrer dans les tunnels pour les nettoyer. À la plupart des endroits, ce n'était guère plus que des espaces où l'on devait ramper, à l'exception de quelques zones plus ouvertes. Passer quelques heures dans une obscurité claustrophobe avec pour seule compagnie des cafards, des rats et des crapauds anormalement grands n'était pas l'idéal. Rétrospectivement, ce n'était pas si mal que ça. En fait, ça ne l'aurait pas été si ce n'était pas pour les circonstances. J'ai réalisé que quelque chose n'allait pas lorsqu'une heure s'est écoulée et que je n'avais pas repéré un seul rat. Normalement, j'en aurais repéré au moins 7 au cours de la première demi-heure. J'ai remercié le ciel et j'ai continué à frotter le sol, en voyant une petite horde de cafards se précipiter sur les murs. Il y avait encore beaucoup de bestioles dégoûtantes pour me tenir compagnie ici, alors j'ai décidé de ne pas me soucier de l'absence de rongeurs. Alors que je rampais dans le tunnel, mes doigts ont touché quelque chose, mais cela a filé en avant dans l'obscurité. Curieux, j'ai balayé le tunnel devant moi avec le faisceau de ma lampe de poche, espérant apercevoir ce que j'avais touché. Mon œil a capté un clignotement de mouvement à ma gauche juste au moment où un objet a roulé contre le mur. Je me suis avancé et je l'ai ramassé, le retournant dans ma main. C'était un petit flacon en verre. La surface était très éraflée. Quelques taches de colle sèche et de papier jauni étaient tout ce qui restait de ce qui avait autrefois été une étiquette. Le bouchon du flacon était manquant, probablement caché dans un autre coin sombre du système de tunnel. Ce qui m'intéressait le plus à propos du flacon était le fait qu'il n'était pas vide. Il y avait une fine couche de liquide à l'intérieur, qui s'accrochait au verre. Le liquide était d'une couleur violette vive. Il réfléchissait la lumière de ma lampe de poche et semblait émettre une faible lueur. J'avais vu beaucoup de choses étranges ici dans les tunnels, mais jamais rien d'aussi unique. J'ai enveloppé le flacon fermement dans un gant en caoutchouc de rechange et je l'ai glissé dans ma poche. J'ai nettoyé les tunnels pendant une autre heure avant d'entendre le bruit. Quelqu'un se déplaçait dans le tunnel au-dessus de moi. Je pouvais entendre le frottement des mains et des genoux contre le béton. Supposant que c'était mon collègue et réalisant que je commençais à manquer de produits de nettoyage, je l'ai appelé à la radio. 21 à 6. Le frottement au-dessus de ma tête s'est arrêté brusquement, et un instant plus tard, il a répondu. Pourrais-je vous emprunter un peu de votre produit de nettoyage ? Je suis dans le tunnel en dessous de vous. Plusieurs secondes se sont écoulées avant que mon collègue ne réponde. J'ai froncé les sourcils, instantanément confus. S'il était dans l'atelier, alors qui était dans le tunnel au-dessus de moi ? 21 à la base, j'ai dit, élant le bureau d'entretien. Allez-y, base, est venue la réponse. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui travaille dans les tunnels aujourd'hui ? Il y a eu un bref moment de silence. Cela a semblé beaucoup plus long. Reçu, j'ai réussi à craquer en retour. Le frottement au-dessus de moi avait cessé. Le tunnel était étrangement silencieux. Pas de gazouillis de cafards, pas de coassement de crapauds, pas de course de rats. Je n'avais toujours pas vu un seul rat ici. Me souvenant de cela, je me suis calmé. Je me suis dit que peut-être il y avait un chat ou quelque chose dans le tunnel au-dessus de moi. Il y avait beaucoup de chats sur le campus, et parfois ils allaient dans les tunnels pour chasser. Il était facile de laisser son imagination s'emballer dans ces tunnels sombres et humides. Je me suis enfoncé plus loin dans les tunnels, frottant les murs aussi propres que possible. L'air était rempli du parfum de citron, qui luttait contre les odeurs moins agréables qui persistaient ici. J'ai pris une grande inspiration. L'air m'a fait tressaillir. Il y avait une autre odeur ici en plus du citron et de la puanteur des bestioles souterraines. J'ai inhalé par le nez moins avidement cette fois. Mes narines ont brûlé. L'odeur était indubitable, quelque chose de mort était à proximité. Le plafond s'était élevé au-dessus de ma tête. La plupart des gens auraient dû baisser la tête pour entrer dans l'espace. Je ne suis pas beaucoup plus grand qu'1,50 m, donc j'ai pu marcher debout. Le tunnel débouchait sur une zone ouverte où il croisait un autre tunnel, donc il y avait plus d'espace pour se déplacer.
J'ai balayé la pièce avec le faisceau de ma lampe de poche, j'ai suivi mon nez pour trouver la source de la puanteur fétide. Ma recherche n'a pas duré très longtemps. Dans le coin de la pièce se trouvait un chat mort. Dans des circonstances normales, cela n'aurait pas été une surprise. Comme je l'ai dit, les chats descendaient souvent ici pour chasser les rats. Parfois, ils se perdaient et ne parvenaient jamais à remonter à la surface. Ce chat-ci ne s'était pas perdu. Il gisait sur le flanc, et une nuée de mouches avides bourdonnait autour de sa carcasse. Curieusement, le chat n'avait pas l'air d'être mort depuis longtemps. À y regarder de plus près, cependant, mon estomac se souleva. Le ventre du chat avait été éventré et la plupart de ses organes internes avaient disparu. Je restais là, perplexe, face à cette scène macabre. Qu'est-ce qui avait pu faire ça? J'avais entendu dire que des coyotes s'en prenaient aux chats sur le campus, mais je n'avais jamais entendu parler d'un coyote qui s'était aventuré dans les tunnels. Néanmoins, la preuve de la présence d'un prédateur sinistre gisait devant moi sur le sol en béton, couverte de mouches et sentant la décomposition. Et pourtant, je n'étais pas certain. Quelque chose dans la blessure m'inquiétait. Elle n'avait pas l'air d'avoir été déchirée. Les entailles dans la chair du chat semblaient trop nettes. Faisant attention de ne pas approcher mes mains de la plaie béante, je soulevai le chat mort et glissai la carcasse dans un sac poubelle. La nuée de mouches bourdonna autour de mon bras et de mon visage, mais quelques jets rapides de mon produit de nettoyage en dispersèrent la plupart. Je gardais les yeux fixés sur le tunnel, cherchant des signes de l'animal qui avait fait cela. Il n'y avait aucune trace de griffe ou de trace de sang à proximité. Quelque chose sur le mur, cependant, attira mon regard. Je m'avançai pour examiner le mur de béton de l'atrium. Il y avait une tache de liquide qui captait la lumière de ma lampe de poche. Au début, j'ai cru que c'était du sang. C'était beaucoup trop clair pour être du sang. La couleur aussi était bizarre. Ma main se glissa dans ma poche où le flacon emballé reposait confortablement contre ma jambe. La tache était violette, tout comme les restes du flacon. Elle semblait absorber la lumière et la retenir. Je passai la main sur la tache, ce qui n'était probablement pas la meilleure idée. C'est là que je remarquai quelque chose d'inhabituel. Tout ici était humide et chaud, mais le liquide était froid au toucher. Je frottai le bout de mes doigts l'un contre l'autre, sentant la texture de cette substance étrange. C'était comme un sirop épais ou de l'huile, et tout aussi collant. Je cherchais un tuyau ou quelque chose pour m'essuyer et me résignai à utiliser le mur. En continuant mon travail, je sentis une sensation inhabituelle se répandre au bout de mes doigts. Il picotait et fourmillait, comme lorsqu'un membre s'engourdit et qu'il faut le tapoter pour que la douleur s'arrête. Je me demandais si la substance violette était une sorte de produit chimique utilisé par les autres équipes dans les tunnels. Je n'en avais jamais vu auparavant, mais c'était possible. 21 à la base, dis-je dans la radio. Musique. J'ai trouvé une substance violette bizarre dans les tunnels et j'en ai eu sur la main. Pouvez-vous vérifier si quelqu'un sait si c'est dangereux? 10 à 4. Merci, dis-je avec reconnaissance. Alors que je m'enfonçais dans le tunnel, je commençais à remarquer plus qu'une simple absence de rats. Je n'avais pas vu un seul cafard depuis que j'avais trouvé la carcasse du chat. Même les crapauds s'étaient tus. La plupart des gens auraient été ravis de ne pas voir de vermine, mais ici, cela ne semblait pas normal. Je me retrouvais à regarder par-dessus mon épaule de temps en temps ou à braquer ma lampe de poche plus loin dans l'obscurité. Je devenais nerveux. 21, cria ma radio, brisant le silence et me faisant sursauter. Ici, le signal n'était pas très bon, donc la voix du répartiteur était métallique et tendue, ce qui la rendait inhumaine. Je me frottai le sommet du crâne et répondis à la radio. À vous le 21. Mes gars ne savent rien à propos d'une substance violette? Vous jouez avec des produits chimiques là-dedans? Négatif, répondis-je, mes joues rougissant sans raison. C'était peut-être juste un effet de la lumière. Il y eut un silence de la radio. Après plusieurs secondes, la voix du répartiteur se fit entendre à nouveau. J'ai grincé des dents, sachant que je serais la cible de plus d'une blague de mauvais goût au moment de pointer. Malgré tout, j'étais confus. Si aucune des autres équipes n'utilisait de produits chimiques violets, alors qu'est-ce qui était étalé sur le mur? Qu'est-ce qui se trouvait dans le flacon mystérieux qui était maintenant dans ma poche? C'est alors qu'un gémissement sourd résonna dans les tunnels. Tous les poils de mon corps se hérissèrent, et je pointai ma lampe de poche devant moi, dans l'obscurité. Le tunnel était vide. Il était complètement vide. Pas de cafards qui s'éparpillaient dans la lumière, pas de crapauds qui sautaient pour se cacher, et, ce qui était normal pour le parcours,
pas de rats qui s'enfuyaient à toute vitesse. La base m'avait assuré que j'étais seul dans les tunnels. Ils n'avaient aucune idée à quel point ils avaient raison. Mais si j'étais seul ici, qu'est-ce qui avait fait ce bruit? Ce tunnel était aussi haut que l'atrium, donc je pouvais y marcher librement. J'ai laissé mes produits de nettoyage derrière moi et j'ai avancé dans le tunnel, en gardant ma lampe de poche braquée droit devant. Étant fasciné par le surnaturel, j'avais vu beaucoup de vidéos de monstres sur Internet. Je me suis souvenu de plusieurs vidéos de ce genre où des créatures étaient censément filmées dans des tunnels, des créatures aux yeux brillants et au corps élancé. Je pouvais imaginer une telle créature dans l'un des tunnels adjacents, avançant lentement, cherchant dans l'obscurité son prochain repas. J'imaginais de longues griffes acérées raclant la pierre, et de grands yeux brillants scrutant mon âme. J'imaginais la créature levant sa griffe d'une acuité maléfique et poussant un hurlement à glacer le sang juste avant de m'éventrer le visage. Un second gémissement s'échappa des tunnels souterrains. Celui-ci était beaucoup plus fort que le premier. J'ai failli laisser tomber ma lampe de poche de frayeur. J'ai essayé de penser de manière plus réaliste. Il n'y avait pas de monstres dans ces tunnels d'entretien. J'étais venu ici 1000 fois auparavant et je n'avais jamais rien vu d'anormal, et encore moins de surnaturel. Il doit y avoir une sorte d'animal ici avec moi, me dis-je, probablement la même chose qui a mangé le chat. J'ai essayé d'ignorer la voix au fond de mon esprit qui me chuchotait autre chose, mais il n'a pas mangé le chat. Allô, ai-je appelé, comme le protagoniste d'un film d'horreur. Les murs de béton ne m'ont pas répondu. Comme n'importe qui à ma place, je devenais très effrayé. J'ai gardé mon dos contre le mur du tunnel, avançant de côté comme un crabe souterrain pendant que je continuais d'enquêter sur le son. Je priais avec ferveur de tomber sur un coyote ou peut-être même un renard. En même temps, j'espérais que le son n'était que mon esprit qui me jouait des tours. Un troisième gémissement emplit les souterrains. J'ai accéléré le pas, espérant sincèrement que je ne me heurterais pas de plein fouet à la créature inconnue. Me déplaçant aussi vite que possible dans l'espace étroit, j'ai pris plusieurs virages jusqu'à ce que j'arrive finalement à une impasse. Je marchais depuis environ 10 minutes et mon cœur battait à tout rompre. Je décidai qu'il serait préférable de prévenir la base pour qu'elle envoie quelques autres gars m'aider. Je savais que je n'en entendrais jamais la fin, mais j'étais trop effrayé pour m'en soucier. Cependant, je découvris que ma radio n'était plus attachée à ma ceinture. Elle avait dû tomber un peu plus loin. En colère et effrayé, je maudis ma malchance dans un murmure. C'est à ce moment que j'ai vu la porte. En regardant autour de moi pour essayer de me repérer, je me suis rendu compte que je ne reconnaissais pas cette zone des tunnels. La plupart des tunnels avaient de grands tuyaux en cuivre avec une isolation écaillée qui courait le long du plafond. Le plafond ici était lisse. Comme le montrait ma mission ici, les tunnels étaient généralement pleins de vermine et de résidus de tuyaux. Cette zone était plus propre qu'un hôpital. Pas une seule tache de saleté ne marquait les murs de béton immaculés, le sol ou le plafond. Cette propreté étrange m'a presque plus perturbé que le chat mort. Il n'était pas inhabituel de trouver des choses mortes ici. Cependant, trouver une section entière du tunnel en parfait état, c'était comme rentrer chez soi et trouver son lit fait et son linge lavé alors qu'on avait laissé sa maison en désordre. Je commençais à me demander si quelqu'un d'autre était là, après tout. Allô, ai-je appelé dans l'obscurité. L'obscurité ne m'a pas répondu. Hank, c'est toi? Tu me fais une blague? Je te jure. Pendant que je parlais, je reculais aussi vers le mur du tunnel. Je levai le pied pour reculer quand tout à coup mon talon frappa une surface métallique. Je me suis retourné pour regarder derrière moi, curieux et alarmé. Là, derrière moi, se trouvait une porte métallique que je n'avais pas remarquée au début. Ce n'était pas surprenant, étant donné que la porte se fondait presque parfaitement avec les murs de béton. Si ce n'était pas le fort bruit qui a interrompu ma phrase, je ne l'aurais probablement pas remarqué du tout. Ma peur commença à se dissiper, remplacée par une curiosité enfantine alors que je balayais la porte du regard pour trouver un moyen de l'ouvrir. Il n'y avait ni poignée ni bouton au centre. Puis, en haut, j'ai vu un loquet coulissant qui rentrait dans le béton. J'ai levé la main, tirant sur le loquet. La porte s'ouvrit en grinçant, et je grimaçai, espérant que l'animal qui était ici avec moi n'était pas assez près pour l'entendre. J'ai braqué ma lampe de poche à travers la porte, et ce que j'ai vu m'a fait ouvrir la bouche. Il y avait une pièce de l'autre côté de la porte avec 3 tables poussées contre les murs. Chaque table avait quelque chose de différent dessus. À ma gauche, la table était couverte de bocaux. Les bocaux étaient remplis de toutes sortes de choses étranges, des os,
des griffes et des dents de toutes sortes d'animaux, des pétales, des tiges et des racines de fleurs et de plantes, des morceaux de roche et des bouts de métal. Les bocaux étaient organisés par leur contenu, mais dans quel but, je ne pouvais pas le deviner. J'étais entré dans la pièce à ce moment-là, et j'ai pris l'un des bocaux, celui-ci rempli d'yeux, et je l'ai tenu à la lumière. Le bocal était recouvert de poussière. Manifestement, il était là depuis longtemps. Je m'attendais à moitié à ce que l'un des globes oculaires se tourne et me regarde comme dans les films. Heureusement, les globes oculaires sont restés inertes dans le bocal. À côté du bocal d'yeux se trouvait un autre rempli de ce qui ressemblait à des organes. De petits cœurs et poumons gisaient les uns sur les autres. Il y avait un scalpel devant le bocal, couvert de sang séché et de ce qui ressemblait à de la fourrure. J'ai trouvé déconcertant que le bocal d'entrailles et le scalpel étaient les seules choses sur la table qui n'étaient pas recouvertes de poussière. Je me suis retourné pour regarder la table derrière moi. Elle était couverte de ce qui ressemblait à des composants d'un laboratoire de chimie. Il y avait des béchets vides éparpillés, certains renversés et fuyant sur la table. Il y avait des brûleurs couverts de toiles d'araignée et de couches de rouille. Une rangée de tubes à essai longeait le mur, dont la plupart étaient cassés. J'ai pris l'un des tubes à essai restant encore intact et je l'ai tenu à la lumière. Là, au fond du tube, se trouvait une seule goutte de liquide violet épais. C'était le même liquide que celui qui se trouvait dans le flacon de verre cabossé et qui avait été étalé sur le mur du tunnel près du chat mort. Le bout de mes doigts picotait, et j'ai remis le tube dans son support en me demandant avec plus d'intensité que jamais ce que pouvait être cette substance violette. Mon attention se porta sur la troisième table, et je poussai immédiatement un cri d'alarme. Il y avait des composants mécaniques placés au coin et le long des côtés. Les machines se mirent à ronronner doucement alors qu'une bobine sur le côté droit de la table pompait de haut en bas. Des tubes en plastique transparent partaient des machines vers quelque chose d'autre qui gisait sur la table, la chose qui m'avait fait crier. Là, sur la table, relié à un dispositif étrange, se trouvait un corps humain. Contrairement au chat, le corps était mort depuis longtemps. Aussi, contrairement au chat, il n'y avait aucune marque dessus. Le corps semblait avoir été partiellement embaumé. La peau était grise et un peu ratatinée, donc je pouvais à peine distinguer les os en dessous. C'était comme voir une momie égyptienne sans les bandelettes, comme si on les avait retirées pour en faire un pagne. Les autres gars de l'entretien ne croiraient jamais ça, me suis-je dit en étudiant les corps. C'était tout droit sorti des pages de Mary Shelley ou de Lovecraft. J'ai vérifié mes poches pour mon téléphone afin de pouvoir prendre une photo. Malheureusement, mon téléphone était sur ma chaise à l'atelier. J'ai cherché quelque chose que je pourrais ramener à la surface avec moi comme preuve. Peut-être l'un des bocaux de morceaux d'animaux? J'ai rapidement abandonné l'idée, mon estomac n'était pas assez solide pour transporter tout ça jusqu'à la surface. Peut-être l'un des brûleurs ou des tubes à essai? Non, cela ne prouverait rien, j'aurais pu me procurer n'importe lequel de ces objets dans le bâtiment des sciences. C'est alors que mon regard est tombé sur quelque chose de rectangulaire sur la table avec le corps, assis à côté de la machine. Je me suis avancé, le regardant. Les piles de ma lampe de poche commençaient à s'épuiser, et j'ai dû la secouer un peu pour qu'elle fonctionne. La lumière a vacillé et je suis retourné à l'objet rectangulaire. C'était un livre relié en cuir. D'innombrables pages volantes dépassaient, désalignées, des côtés. Le cordon élastique était tendu contre la reliure bombée. Un mot que je ne reconnaissais pas était écrit en calligraphie dorée sur le devant, Live Alchema. Le second objet reposait sur le livre, directement sous le titre cryptique. Cet objet était un morceau de métal. Avec précaution, j'ai pris le morceau de métal et je l'ai examiné à la lumière déclinante. La première chose que j'ai remarquée était qu'il semblait très lourd pour sa petite taille. La seconde était que la pépite était faite de deux métaux complètement différents, moulés ensemble de manière remarquable. Je reconnus l'éclat terne et argenté de l'un des métaux comme étant du plomb. L'autre, je l'ai reconnu tout aussi facilement comme de l'or. J'ai glissé la pépite de plomb et d'or dans ma poche avec le flacon. Quel trésor! Et j'avais hâte de le montrer aux autres ouvriers d'entretien. Avec un peu de chance, ils seraient trop occupés à s'extasier sur la pépite pour se moquer de moi à cause de ce qui s'était passé plus tôt. Je commençais à me dire que je devais vraiment y aller, mais en jetant un autre coup d'œil au livre relié en cuir sur la table, ma curiosité m'a attrapé par les cheveux et m'a ramené en arrière. J'ai pris le livre et j'ai étudié la couverture. Il était beaucoup plus léger que la pépite de métal, mais il semblait épais de savoir entre mes mains. J'ai retiré le cordon et j'ai feuilleté les pages.
Le livre était rempli d'illustrations bizarres de machines complexes, de plantes exotiques, de créatures d'un autre monde, et de minerais et de pierres précieuses dont je n'avais jamais vu ni entendu parler. Les notes étaient en anglais et dans une autre langue qui ressemblait à du latin. Je n'ai pas pris la peine de lire celles en anglais. J'ai, cependant, scanné les titres des sections, qui étaient aussi bizarres que les illustrations, le raffinage des métaux banals, les humeurs de diverses monstruosités, la flore de Riden, la création et l'entretien d'un homoncule, l'élixir de vie, et une foule d'autres tout aussi fantastiques. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. J'en savais assez grâce à des romans de science-fiction pour reconnaître le sujet de ces titres, raffiner des métaux banals, créer des homoncules, des élixirs de vie. C'était le journal d'un alchimiste. Cela pouvait-il être réel? Je voulais lire chaque mot que le livre avait à dire, mais je n'en aurais pas le temps. Mes pensées furent brisées par un son familier venant du couloir. Un long gémissement sourd se glissa de l'extérieur. Ma peau frissonna comme une horde de cafards. C'était très près, très probablement dans le couloir. J'ai serré le livre contre ma poitrine, cherchant dans la pièce un endroit pour me cacher. Des bruits de pas venant du couloir firent s'accélérer mon cœur, et dans un élan de folie, j'ai tiré le tissu de la table de chimie et j'ai plongé en dessous. J'ai replié mes jambes devant ma poitrine et je me suis poussé en arrière jusqu'à ce que je touche le mur. J'ai réalisé que j'avais laissé ma lampe de poche allumée, et je l'ai éteinte juste au moment où la porte métallique s'ouvrit en grinçant. Quelque chose entra entraînant des pieds. J'ai écouté attentivement, priant pour que, quoi ou qui que ce soit, il ne sache pas que j'étais là. Les bocaux sur la table en face de moi s'entrechoquèrent et se déplacèrent. Endormi, murmura une voix grave. Toujours, endormi. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. J'ai failli m'étouffer. Était-ce l'alchimiste qui avait écrit le journal? Était-ce son laboratoire? J'ai décidé immédiatement que je devais partir d'ici le plus vite possible et j'ai écouté encore plus attentivement. Si j'avais une chance, je la saisirais. Désolé, mon minou, murmura la voix en même temps que le bruit d'un bocal qui s'ouvrait. J'ai entendu quelques bruits de plouf gluant suivis du bruit d'un bocal qui se fermait. Je ne voulais pas te faire de mal, mais j'ai dû. Il ne veut pas se réveiller. L'alchimiste se rapprocha dans l'obscurité, et je restai aussi immobile qu'un cadavre. Il commença à fouiller parmi les outils de chimie. Cassé, 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 tout est cassé. Pourquoi ne veut-il pas se réveiller? J'ai grimacé à sa voix forte. À qui ou de quoi il parlait, je ne pouvais pas le deviner. Horrifié, je me demandais s'il parlait au cadavre sur la table. L'alchimiste se dirigea vers l'endroit où le cadavre gisait. Il y eut un bruit sourd alors qu'il laissait tomber quelque chose de lourd sur le sol. « Bonjour, monsieur » grogna-t-il joyeusement. « Les rats et les chats ne sont pas suffisants. J'ai trouvé celui-ci dans un fossé, endormi après avoir bu. Il ne servait à rien. Mieux vaut qu'il soit ici. » L'homme trifouilla quelque chose dans l'obscurité. Je reconnus le son. C'était le froissement d'un sac poubelle. Mes yeux s'écarquillèrent dans l'obscurité. Il y avait un autre corps dans le sac poubelle, un plus frais. L'alchimiste avait tué un pauvre sans-abri et l'avait traîné dans les tunnels. « Oui, monsieur » psalmodia l'alchimiste. « Peut-être qu'il aura ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous allez enfin vous réveiller, enfin m'aider. » L'alchimiste s'arrêta au milieu de sa phrase. J'ai entendu un bruit comme des mains qui tapotent contre une surface dure, probablement le dessus de la table. « Allons » chuchota-t-il alarmé. « Allez, où est-ce » Le chuchotement d'alarme se transforma en un cri de « Où ?» Horrifié, j'ai pris cela comme ma chance. Serrant le livre contre ma poitrine, j'ai bondi dans l'obscurité. Mon épaule a heurté douloureusement la porte métallique, mais je l'ai poussée avec succès. J'ai couru à travers les tunnels aussi vite que je le pouvais en toute sécurité, baissant la tête pour éviter de me heurter à des tuyaux. Derrière moi, l'alchimiste hurlait de colère dans l'obscurité. J'ai entendu la porte métallique s'ouvrir en grinçant. « H accent aigu » cria-t-il. Je n'ai pas arrêté. J'ai couru sans réfléchir ni me soucier de l'endroit où j'allais. Je voulais seulement m'éloigner du fou qui me poursuivait, laisser ces tunnels immondes derrière moi. Pendant que je courais, il continuait de s'acharner sur moi. Ses pas étaient lourds, et il semblait qu'il allait m'attraper à tout moment. Une image terrifiante de mes globes oculaires dans un vieux bocal poussiéreux me traversa l'esprit. Mon rythme s'accéléra, mais tôt ou tard, je me heurterais à un mur. Si cela arrivait, mon sort serait scellé.
J'ai frappé ma lampe de poche contre le livre, priant pour que la lumière vacillante s'intensifie. Allez, ai-je supplié. Allez. Reviens, a exigé l'alchimiste. Reviens. Il s'est élancé et j'ai senti une extrémité me frôler l'épaule. J'ai failli trébucher. Puis, tel un phare de sécurité majestueux, le faisceau de ma lampe de poche s'est rallumé. Ragaillardi et me disant que je pouvais me ménager quelques secondes, je me suis retourné et j'ai braqué la lumière directement dans les yeux de mon poursuivant. Il s'est arrêté immédiatement, criant d'agonie et protégeant ses yeux avec ses mains. Il ne pouvait pas voir dans la lumière vive. Cependant, moi, je le pouvais, et à ce moment-là, j'aurais préféré ne pas le pouvoir. Mon poursuivant n'était pas un alchimiste. Il n'était même pas un homme. C'était une chose hideuse avec une peau grise et granuleuse comme celle d'un éléphant et d'épais doigts en forme de saucisse. Son corps était brutal mais svelte au milieu, une combinaison qui semblait aussi effrayante qu'anormale. Ses bras étaient presque aussi longs que son corps, et ses mains étaient aussi grandes qu'un gant de receveur avec 3 doigts et un pouce sur chaque main. Son visage était rabougri et ressemblait à celui d'un carlin avec des yeux laiteux et globuleux comme des balles de ping-pong encastrées dans un crâne. Son cri était comme le glapissement profond d'un cochon alors qu'il protégeait ses yeux de mon faisceau lumineux. « Stop !» continua-t-il de supplier bien qu'il ait été efficacement arrêté par le faisceau de lumière. « Ne le prends pas. Je vais mourir sans lui. » Sa voix était grave et sifflante. Il semblait avoir du mal à respirer entre les mots. Étant moi-même asthmatique, j'ai été pris d'un moment de pitié. Mais le souvenir des corps morts dans la pièce secrète a chassé de telles pensées. « Quoi ? Qu'est-ce que tu es ? » ai-je exigé. J'ai essayé d'avoir l'air confiant, mais au lieu de cela, ma voix a tremblé à la fin du 3e mot. Sifflant, dit la créature. Monsieur est endormi. Monsieur doit se réveiller. Monsieur est en train de mourir. Monsieur, ai-je demandé, confus. Même en le demandant, la réponse m'est venue, le cadavre sur la table relié à la machine avec ce mystérieux sérum violet qui circulait dans ses veines. Tu veux dire l'alchimiste ? Le cadavre dans la machine ? Pas mort. Endormi. Doit le réveiller. Mar. Je me suis souvenu d'un chapitre du livre, La création et l'entretien d'un homoncule. Si l'alchimiste était endormi depuis un certain temps, l'homoncule ne devait avoir personne pour s'en occuper. Il avait probablement besoin d'une sorte de nourriture spéciale pour rester en vie. S'il avait besoin du livre dans mes mains pour réveiller l'alchimiste, alors le livre pouvait lui sauver la vie. Tu as tué quelqu'un, ai-je claqué. L'ivrogne dans le fossé. Tu es un meurtrier. Ne l'ai pas tué. L'homme est mort de s'être trop bu. L'ai trouvé. L'ai amené, ici. L'homoncule a incliné la tête sur le côté dans ce qui aurait pu être une expression de honte. Et besoin de pièces. L'alchimie a besoin de pièces. Et besoin d'alchimie pour réveiller monsieur. Je me suis retrouvé abasourdi, incapable de bouger. Cette créature était intelligente. Elle pouvait parler. Elle connaissait la honte et la peur, et elle se tenait, impuissante et mourante, devant moi. Elle voulait seulement vivre. Peut-être que ma décision n'était pas la bonne. Peut-être que j'ai eu trop de pitié pour l'horrible créature devant moi. Je ne peux pas le dire, mais je maintiens ma décision à ce jour. Avec une grande inspiration, j'ai tendu le livre à la créature. Prends-le, ai-je dit. Prends-le et sors de ces tunnels et ne reviens pas. J'ai jeté le livre à l'homoncule, qui l'a attrapé avec empressement. J'ai baissé la lumière. L'homoncule m'a regardé avec ses énormes yeux blancs. Promis. Merci, vous. Sur ce, la créature m'a tourné le dos et s'est éloignée en boitant dans la direction d'où nous étions venus. C'est là que le récit se termine lorsqu'on me pose des questions sur le flacon et la pépite qui se trouvent sur mon étagère. Certains qui entendent ce conte frissonnent d'horreur à mon récit. D'autres se contentent de ricaner et de répondre par « Très bien, alors ne me le dis pas ». Je suis retourné dans les tunnels après cela pour voir si je pouvais trouver la porte. Je l'ai trouvée, mais quand je l'ai ouverte, tout avait disparu. Les bocaux avaient disparu, les outils avaient disparu, les tables avaient disparu. Les machines, le corps et l'homoncule avaient tous disparu. La seule chose que j'ai trouvée était une note scotchée sur le mur du fond où le corps momifié avait reposé. Bien que j'expose le flacon et la pépite à un endroit bien en vue sur mon étagère, j'ai gardé cette note cachée dans un tiroir rempli de centaines d'autres secrets. Je n'ai jamais parlé de cette note à personne. Ce récit, cependant, ne serait pas complet sans elle.
À l'ouvrier de tunnel. Veuillez garder ce que vous savez pour vous et profiter de la pépite de plomb raffiné. Cela devrait faire un excellent sujet de conversation.